La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Elle envoie des hommes dans l'espace. Ces villages sont devenus des cités futuristes. Pour les Chinois, ces exploits sont plus qu'une revanche sur le passé. C'est le juste retour de la normalité. Car la Chine a longtemps été un empire fier, sûr de sa force, avant de sombrer dans la pauvreté, le chaos et l'impuissance. Un long cauchemar, vécu comme une humiliation. Depuis plus d'un siècle, les dirigeants chinois ont eu une obsession: redonner au pays sa grandeur passée. Deux hommes ont incarné cette quête, Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Deux frères ennemis qui se sont livrés un combat sans merci pour bâtir la Chine moderne à leur image. « 50 ans après leur mort, les braises de leur affrontement rougeoient encore dans le détroit de Taïwan et pourraient menacer la prospérité que les Chinois ont mis si longtemps à retrouver. Au début du XXe siècle, la Chine n'est plus que l'ombre de l'empire dominateur qu'elle fut longtemps. C'est un géant fatigué. Malgré son immensité, la terre chinoise ne parvient plus à nourrir sa population. Chaque année, l'arrivée du printemps peut annoncer la famine pour des millions de paysans. Mais la Chine est surtout un géant humilié. Un demi-siècle plus tôt, des étrangers venus des mers l'ont forcé à s'ouvrir au commerce international et au trafic de l'opium. L'empire a été profané. Sous la contrainte, il a dû laisser Européens, Américains, Russes et Japonais s'installer dans des enclaves au cœur des villes chinoises. Les concessions. Protégés par des traités diplomatiques qualifiés d'inégaux, les étrangers y sont désormais comme chez eux. Face à cette humiliation, le vieil empire veut retrouver la prospérité et la puissance. Mais comment? La dynastie Qing au pouvoir n'aura pas le temps de se réformer. En 1911, une révolution balaie le système impérial millénaire et une république est aussitôt proclamée. À sa tête, le premier président de l'histoire chinoise, Sun Yat-sen. Il a un rêve, en finir avec la domination étrangère et refaire de la Chine une puissance moderne et développée. Le bouleversement a été immense. Mais à l'époque, peu de Chinois étaient réellement conscients de l'importance de cette bascule. Pour les gens ordinaires dans les campagnes, c'était juste un nouveau changement de dynastie, et tout au plus un nouvel empereur. Sun Yat-sen veut révolutionner la Chine
en s'appuyant sur ce qu'il appelle les 3 principes du peuple. La démocratie, quand la Chine sera mûre, le bien-être social et surtout le nationalisme. Sur les ruines de l'Empire, Sun Yat-sen veut bâtir une nation sur le modèle occidental. Il voit les Chinois comme du sable qui coule entre les doigts et veut en faire du mortier grâce à un parti, le Kuomintang. Mais remplacer un empereur qui tenait son pouvoir du ciel, ce n'est pas rien. Sun Yat-sen ne reste au pouvoir que 3 mois. Au lieu de rendre la Chine plus forte, l'avènement de la République la plonge dans le chaos. Aux marges de l'ancien empire, le Tibet et la Mongolie déclarent leur indépendance. Même si elles ne sont pas reconnues par la communauté internationale, les 2 régions restent autonomes. Et en Chine même, le territoire éclate en fief indépendant. Les armées régionales passent sous le contrôle d'officiers ou d'anciens brigands qui refusent d'obéir à Pékin et règnent par la terreur. Ce sont les seigneurs de la guerre. Réfugié dans le sud, Sun Yat-sen fait de Canton son bastion pendant près d'1 décennie. Il n'a pas renoncé à s'attaquer aux privilèges étrangers, mais il doit d'abord unifier la Chine et se débarrasser des seigneurs de la guerre. Il lui faut donc une armée loyale et bien entraînée. Pour la mettre sur pied, Sun Yat-sen s'appuie sur un jeune officier ambitieux, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek était quand même un très mauvais garçon qui fricotait avec les sociétés secrètes de Shanghai, qui passait beaucoup de temps dans les maisons de prostitution. C'est quelqu'un qui a un très mauvais caractère. C'est quand même un assassin aussi. Chiang Kai-shek, au début de la Révolution, en 1912, c'est quelqu'un qui va aller assassiner sur un lit d'hôpital le rival de son mentor politique. Donc c'est pas du tout un ange. En 1924, Sun Yat-sen nomme le jeune et impulsif Chiang à la tête de la nouvelle académie militaire du Kuomintang. Pour faire de cette école la matrice d'une armée nationale, le leader nationaliste est allé chercher financements et conseillers militaires auprès de la jeune Union soviétique. Mais le soutien de Moscou a un prix. Sun Yat-sen doit accepter de prendre sous son aile un groupuscule, créé 3 ans plus tôt, le Parti communiste chinois. Cette alliance improbable entre nationalistes et communistes est baptisée Front Uni. Et c'est de la part de Moscou un véritable cadeau empoisonné. Il est important de comprendre que le Parti communiste a développé très tôt cette idée de front uni. L'objectif était de collaborer temporairement avec son pire ennemi pour l'éliminer ensuite. En réalité, les 2 partis concluent une alliance dont chacun veut sortir vainqueur après avoir détruit l'autre. En 1924, à Canton, plusieurs communistes participent au premier congrès du Kuomintang. Le Parti nationaliste ne voit aucune menace dans ce groupuscule et fait de la place à ses militants dans ses propres rangs. Parmi eux, un ancien assistant bibliothécaire de 30 ans, Mao Tse-tung. Mao est devenu chef par intérim du département de la propagande du Kuomintang. En principe, les communistes déclaraient leur loyauté au parti nationaliste. Mais en réalité, ils étaient également contrôlés par le parti communiste. Le Kuomintang était un parti très déstructuré, mou, désorganisé. Il était donc possible de le manipuler.
Sun Yat-sen n'aura pas le temps de voir son rêve pour la Chine se réaliser. Il meurt en 1925, laissant le pays en plein chaos. Chiang Kai-shek saisit la chance que lui offre le destin. Il n'est pas favori à la succession, mais il dispose d'une carte maîtresse pour s'imposer. L'armée. L'officier va se réapproprier le projet politique de son mentor. À l'été 1926, Chiang lance une grande opération militaire pour soumettre les seigneurs de la guerre, l'expédition du Nord. Il s'élance depuis Canton, avec 100 000 soldats. Nationalistes et communistes se battent côte à côte. En quelques mois, les soldats, formés par les soviétiques, font des miracles face aux forces des seigneurs de la guerre. Ils n'ont pas le choix. Chiang fait régner une discipline impitoyable. Tant de mes camarades et de ceux qui m'ont suivi ont été sacrifiés. Le cas de ces officiers et commissaires politiques qui ont fui à l'arrière a encore dû être traité selon le code de la guerre. Comment supporter cela ? Mais sans ces exécutions, la discipline de l'armée serait détruite. L'avancée de ces troupes est inexorable. Sur le chemin du Nord, elles reprennent de force la concession britannique de Ranco. Et bientôt, ces soldats approchent du joyau de la Chine. Shanghai, symbole de la domination étrangère. La ville doit être la plus belle prise de guerre de Chiang. Mais une surprise l'attend. Avec le chaos qui s'annonce, les militants communistes de la ville ont décidé de jouer leur va-tout. Ils déclenchent une grève insurrectionnelle dans les usines. Pour eux, c'est le début d'une révolution urbaine sur le modèle soviétique. Usines et arsenaux sont pris d'assaut. Les magasins pillés. Dans les concessions, c'est la panique. Les étrangers craignent pour leur vie. Pris en étau entre la fureur de leurs ouvriers et la détermination des troupes de Chiang aux portes de la ville. « 16 000 soldats britanniques, français, américains et japonais sont déployés, prêts au combat. Mais à la surprise générale, Chiang Kai-shek n'attaque pas les concessions. Pour lui, l'insurrection communiste a rebattu les cartes. C'est une trahison. Chiang Kai-shek et Sun Yat-sen pensent depuis le début que c'est le Kuomintang qui doit mener la révolution et que le Parti communiste est seulement là pour lui prêter main forte. Les communistes mener tout seuls la révolution ? Impossible. Chiang décide donc la rupture. Un dicton chinois affirme qu'il ne peut y avoir deux soleils dans le ciel, ni deux souverains dans un même pays. Du soleil rouge communiste et du soleil bleu nationaliste, l'un devait disparaître. Le 12 avril 1927, les gros bras du Kuomintang passent à l'action dans la ville. Assistés de malfrats, ils assassinent des milliers de communistes présumés. Avec la complicité passive des autorités étrangères, soulagés de voir la révolution tuée dans l'œuf. Au
Au cours des mois de terreur qui suivent, des dizaines de milliers de personnes sont exécutées dans tout le pays. La tête de 197 militants communistes est mise à prix, dont celle de Mao Tse-tung. Hors la loi, ils entrent en clandestinité. C'est l'acte de décès du Front uni et le début d'une traque sans pitié qui va durer 22 ans. Chiang Kai-shek est désormais le seul maître de la Chine. Même la Mandchourie, le berceau de la dernière dynastie impériale, se rallie sans combattre et adopte le drapeau nationaliste. La Chine semble unifiée. Comme capitale de la République de Chine, le nationaliste choisit une ancienne cité impériale, Nankin. Cela fait des années qu'il se voit un destin d'homme d'État, mais il sait que son caractère colérique peut le desservir. Comme les lettrés confucéens, il tient un journal pour se perfectionner moralement. Colère, violence, arrogance, repentir, mensonge, dépravation. Je me plonge dans tous ces mots. Je n'ai pas observé la règle de la tranquillité et de la pureté. Pour consolider sa légitimité, Chiang arrime son projet politique à celui du père fondateur de la République. Il fait transférer le sarcophage de Sun Yat-sen à Nankin, devant 300 000 personnes. Les trois principes du peuple, démocratie, bien-être et nationalisme, deviennent le catéchisme du nouveau régime. Cette filiation est consolidée par un mariage bien choisi. En 1927, le militaire a épousé Song Mei-ling, la plus jeune sœur de la veuve de Sun Yat-sen. La jeune femme a étudié aux États-Unis et s'est coulée dans le moule de l'Amérique huppée. Sous son influence, Chiang met son anti-impérialisme en sourdine et change de tactique pour récupérer les concessions. Fini la menace militaire. Il veut renégocier les traités inégaux par la diplomatie. Dès 1929, la République de Chine parvient ainsi à retrouver sa souveraineté sur presque toutes les douanes du pays. Plusieurs concessions sont aussi restituées par la Grande-Bretagne, à Canton, et par la Belgique, à Tientien. Pour Chiang, c'est un immense succès politique. Mais l'élan de la Chine vers la souveraineté est brutalement interrompu. L'une des puissances occupant son territoire n'est pas prête à se retirer. Depuis la fin du XIXe siècle, le Japon est devenu la première puissance militaire d'Asie. À une Chine affaiblie, il a déjà arraché l'île de Taïwan en 1895 et la Corée, un vassal de l'Empire, en 1910. Son armée s'est aussi solidement installée en Mandchourie, le long de sa principale voie ferrée.
Désormais, l'Empire nippon veut asservir des pans entiers de l'Asie et faire de sa présence en Mandchourie un tremplin pour cette conquête. La Chine unifiée de Chiang Kai-shek contrarie cette ambition. En septembre 1931, l'armée japonaise sort de ses garnisons. En 5 mois, quasiment toute la Mandchourie est soumise. L'année suivante, Tokyo fait de la région un État indépendant à sa botte, le Manchukuo. Les Japonais installent à sa tête l'ancien empereur de Chine, Puyi. D'un coup de trompette, la République de Chine est privée de 30 millions de citoyens. Mais l'armée japonaise ne s'arrête pas là. Début 1932, l'aviation nippone bombarde Shanghai pendant plusieurs semaines. C'est l'un des premiers grands bombardements aériens de l'histoire. Les bombes incendiaires visent les quartiers les plus peuplés et tuent 15 000 civils. Des centaines de milliers de personnes se réfugient dans les concessions étrangères. Chiang Kai-shek sait qu'il n'est pas prêt militairement pour affronter le Japon. La mort dans l'âme, il accepte un cessez-le-feu et laisse les troupes nippones s'installer autour de Shanghai. Mais s'il refuse de les affronter, c'est aussi qu'un danger beaucoup plus grave menace le pays à ses yeux. Depuis les massacres de Shanghai, Mao et les communistes sont entrés en clandestinité et se sont regroupés dans les campagnes. Ils contrôlent désormais des zones entières du pays. Pour Chiang, impossible de vaincre le Japon avec cette menace dans son dos. Chiang Kai-shek a un slogan très célèbre, c'est aussi un dicton chinois, qui dit que pour faire face à un ennemi puissant venu de l'extérieur, il faut s'unir à l'intérieur. Lorsque le Japon envahit la Chine, pour Chiang, il est nécessaire que tous les Chinois s'unissent et résistent au Japon. Mais à l'époque, c'était loin d'être le cas. Il avait toujours des opposants au sein de son parti, et le Parti communiste lui résistait toujours. Dans ces montagnes, Mao n'est encore qu'un dirigeant parmi d'autres. Mais il a une intuition. Pour lui, la révolution ne sera pas faite par les ouvriers des villes, sur le modèle soviétique, mais par la masse paysanne chinoise, immense et miséreuse. Dans peu de temps, on verra des centaines de millions de paysans se dresser, impétueux, invincibles, tels l'ouragan, et aucune force ne pourra les retenir. Ils briseront toutes leurs chaînes et s'élanceront sur la voie de la libération. Cette libération, Mao la propose aussi au peuple des marges, soumis par les empereurs Qing, tibétains, mongols ou ouïghours. Pour les rallier à sa cause, il leur promet le droit à l'indépendance quand la Chine entière sera communiste. En attendant, provocateur, il proclame une république soviétique chinoise. C'est une véritable sécession, un État de 30 millions de personnes dans l'État chinois.
Mao Zedong avait remarqué qu'en Chine, on exprime toujours le pouvoir politique par le pouvoir territorial. L'épreuve de force entre les partis ne se fait pas à l'aide de débats politiques ou d'élections, mais par le combat militaire. Et à partir du moment où Chiang Kai-shek perd du territoire, il perd sa légitimité. Comme dans les contes de son enfance, Mao, le fils de paysan, est prêt à devenir le grand héros rebelle qui renverse l'empereur. Lorsque les grands héros laissent libre cours à leurs désirs, ils sont magnifiquement puissants. Leur pouvoir ressemble à un ouragan jaillissant de profondes gorges, à un obsédé sexuel en rut qui rôde en quête d'une amante. Il n'y a pas moyen de les arrêter. Désormais, Mao veut devenir le seul soleil dans le ciel chinois. Un soleil rouge. Chiang Kai-shek n'est que trop conscient du défi. Depuis 1930, le nationaliste multiplie les campagnes militaires contre les communistes, faisant des dizaines de milliers de victimes en Chine centrale. Et son étau se resserre. En 1934, avec un réseau de fortifications, les troupes nationalistes encerclent la base rouge de Mao. Le blocus est total et provoque une famine. Mais Mao parvient à s'enfuir. Avec 86 000 militants, il prend la direction des montagnes de l'Ouest. Traqués par Chiang, ils vont devoir marcher 6 000 km dans des conditions dantesques. Un an plus tard, ils ne sont plus que 5 000 quand ils arrivent dans la province du Shanxi. La colonne a été décimée. Mais Mao parvient à transformer la déroute en mythe fondateur, la longue marche. Cette fois-ci, Chiang pense en avoir fini avec Mao et ses bandits rouges. Le nationaliste voit mal comment ils parviendront à survivre dans cette région déshéritée. Le royaume de Chiang, ce n'est pas cette Chine des campagnes qu'il regarde de haut. C'est le monde de la ville et des élites. À Shanghai, la vie a repris le dessus depuis les bombardements japonais. La ville, qui abrite toujours 2 concessions, est devenue un véritable Eldorado des affaires. Les industries modernes, chimie, textile, construction navale, sont en plein essor. Les plaisirs aussi. Shanghai, à l'époque, c'est aussi l'âge d'or du cinéma chinois et d'une certaine image de la femme, moderne et fatale, à la manière d'Hollywood. Mais ce Shanghai cosmopolite et déluré est l'antithèse de la société de patriotes voulue par Chiang Kai-shek. Pour le nationaliste, la Chine n'est pas prête à la démocratie rêvée par Sun Yat-sen. C'est le modèle des régimes fascistes d'Europe qui l'inspire. Pour façonner le peuple chinois, il lance un grand programme de contrôle social. Le mouvement de la vie nouvelle.
Une forte vague de modernisation à l'occidentale a déferlé sur la Chine à la fin des années 20 et au début des années 30. À travers son mouvement de la vie nouvelle, Chiang Kai-shek cherche à préserver l'identité chinoise en s'appuyant avec force sur les valeurs confucéennes, qui sont, pour lui, l'essence même de la Chine. Pour le nationaliste, il y a urgence à fabriquer des patriotes, car les Japonais ont continué à progresser. Ils contrôlent désormais des pans entiers de la Chine, au nord de Pékin. Chiang ne veut pas encore les combattre, mais il s'y prépare, avec l'aide de l'armée allemande. Ses conseillers l'aident à moderniser matériel et stratégie militaire. Pour motiver ses troupes, il entretient aussi le culte du chef. Mais à la différence des fascistes d'Europe, Chiang Kai-shek ne prévoit pas de conquête territoriale lointaine. Il veut juste récupérer ce qu'il estime être la Chine. Mais c'est quoi la Chine? 25 ans après la chute de l'Empire, le pays n'est toujours pas certain de ses contours. Avant, la Chine fonctionnait sous un système de vassalité. Entre les États vassaux et l'Empire, il n'y avait pas de frontières tracées. Si nos relations sont bonnes, je te laisse gérer ce territoire. En cas de tension, je le récupère pour le gérer moi-même. Entre les deux, ça ressemblait à une éponge. Un jour grand, un jour plus petit. Contrairement à Mao, Chiang Kai-shek refuse l'idée d'une indépendance du Tibet et de la Mongolie. Mais en position de faiblesse, le nationaliste ne peut imposer sa volonté par les armes. Alors il ruse, pour garder le lien avec les territoires des marges. Chiang pensait que le Xinjiang, le Tibet et la Mongolie appartenaient à la Chine. Mais en réalité, la Chine ne contrôlait plus la Mongolie extérieure, le Tibet non plus, tout comme la Mandchourie d'ailleurs. Il y a une grande différence entre les idéaux et la réalité. On voit Chiang Kai-shek mener une politique très habile afin d'affirmer l'idée qu'il existe toujours un lien de subordination de territoires qui en réalité à cette époque-là sont devenus complètement indépendants, comme le Tibet. Et donc il va utiliser tous les ressorts de la diplomatie, il va créer par exemple une commission des affaires mongoles et tibétaines afin d'affirmer que ces territoires-là sont toujours fondés à rester une partie de la Chine. Pendant que Chiang cherche à créer sa Chine nouvelle, le Parti communiste renaît de ses cendres. Mao a fini par s'imposer parmi les rescapés de la longue marche. Désormais, pour peser face à son ennemi, il a besoin de reconnaissance internationale. Il a déjà gagné le soutien de Staline et il va avancer une autre pièce sur son échiquier diplomatique. En 1936, il invite le journaliste américain Edgar Snow dans sa nouvelle base. Mao lui livre une version héroïque de l'épopée communiste. Mao savait qu'il devait trouver un moyen de se rendre acceptable aux yeux du monde extérieur.
Il a donc créé une image inoffensive. Et c'est cette image qu'a vue Snow. En 1937, le journaliste américain publie un livre, Étoile rouge sur la Chine. Il y dépeint Mao comme un chef militaire courageux et un fin lettré, sensible aux malheurs du monde paysan, qui pourrait un jour devenir un leader différent pour la Chine. L'ouvrage fait grand bruit. Cette image de sobriété et de courage est un poison pour Chiang Kai-shek. Car au même moment, le nationaliste voit se lever un vent de contestation dans les grandes villes. Les Chinois sont exaspérés de son attentisme face aux Japonais. Et les plus courageux l'expriment dans la rue, malgré la répression. Pour eux, Chiang est un lâche. C'est aussi le sentiment de certains de ces généraux. Leur frustration va s'exprimer avec plus de fracas encore. En décembre 1936, la nouvelle provoque la stupeur dans le monde entier. Chiang Kai-shek a été kidnappé. L'un de ses ravisseurs est le jeune Zhang Xueliang. Originaire de Mandchourie, l'officier veut forcer son chef à s'allier aux communistes pour libérer son fief des Japonais. Mais même détenu à Xi'an, même humilié par ses geôliers, Chiang refuse. Pour lui, les Japonais ne sont toujours qu'une simple maladie de peau, alors que les communistes sont une maladie de cœur. Embarrassé, Zhang Xueliang se tourne alors vers les communistes. À Yan'an, l'annonce de l'enlèvement de Chiang a fait l'effet d'une bombe. Le parti est très heureux d'apprendre cet incident, car cela ouvre de nouvelles opportunités. Chiang Kai-shek avait tué de nombreux communistes, et il était enfin entre leurs mains. Au sein du parti, beaucoup veulent le tuer. Mao est en faveur d'un jugement par un tribunal populaire. C'est un verdict de peine de mort assuré. Mais à sa grande surprise, Staline lui demande d'épargner Chiang. Pour le Kremlin, la priorité est désormais à la guerre contre les Japonais, qui menacent les frontières orientales de l'URSS. Pire, Staline demande à Mao de se mettre sous les ordres de Chiang Kai-shek pour repousser les Japonais. Le leader communiste s'incline, la rage au ventre. Chiang lui aussi doit céder. Il accepte un deuxième front uni avec Mao. An American transport plane returns China's strangely kidnapped dictator Chiang Kai-shek to his people. To a puzzled Western world, the Oriental drama is an unsolved riddle. La libération de Chiang, après 15 jours de détention, provoque des scènes de liesse dans le pays entier. Cette fois-ci, il ne pourra plus reculer. En juillet 1937, Chiang décide enfin de jeter toutes ses forces dans la guerre contre le Japon. À Shanghai, son attaque de la garnison japonaise déclenche des représailles massives. Le général nationaliste a choisi la ville la plus peuplée de Chine pour ses ruelles étroites, où il compte piéger les Japonais, quitte à sacrifier la population. Il veut aussi y prendre le monde entier à témoin.
La Chine voulait obtenir le soutien des pays étrangers. Il a donc estimé que nous devions nous battre à Shanghai, où les puissances étrangères ont une grande influence. Si une guerre devait avoir lieu dans les concessions, cela montrerait aux étrangers la bravoure de la Chine. De fait, les crimes japonais ont lieu sous les yeux de la communauté internationale. Les images de la barbarie font le tour du monde. Mais les étrangers restent encore une fois spectateurs du conflit. En octobre, c'est de la terrasse de leur hôtel que diplomates et journalistes assistent pendant 4 jours à la résistance héroïque d'un bataillon de soldats nationalistes. Filmed for the first time is this unusual scene of modern war. A Japanese storming party running a gauntlet of fire. Note the bullets striking. Comme l'entrepôt se trouvait sur les berges de la rivière Suzhou, de nombreux étrangers étaient témoins de la bataille depuis la concession. Une jeune fille chinoise a traversé la rivière à la nage pour apporter aux soldats le drapeau de la République de Chine. Malgré la situation désespérée, alors que les Japonais les encerclaient, ils ont réussi à hisser le drapeau national. Leur héroïsme et leur ténacité, cet esprit de sacrifice, ont inspiré la Chine et le peuple chinois. La bataille devient célèbre dans le monde entier, sous le nom des 800 héros. Malgré la résistance, Shanghai tombe après 3 mois de combat. The Japanese army, despite strong protests by foreign representatives, stages a victory parade. La prise de la perle de la Chine est une catastrophe pour Chiang Kai-shek. Ses meilleures divisions ont été décimées, sans que les Occidentaux ne lèvent le petit doigt. Mais cette résistance héroïque devient la matière d'un nouveau récit national. Dès le début, la guerre de résistance contre le Japon a correspondu à une montée sans précédent du sentiment national. La Chine est un conglomérat complexe. Il y a des villes modernes, des campagnes pauvres et des minorités ethniques qui ne se sentent pas plus chinoises que ça. Mais lorsque le Japon a envahi la Chine, le concept de nation chinoise a lentement pris forme. Aucun Chinois ne voulait devenir esclave. Il devait s'unir. Dans les régions majoritairement Han, le peuple principal de Chine, ce sentiment nouveau de faire nation permet aux Chinois de soulever des montagnes. Quand les Japonais approchent de la capitale, Nankin, Chiang organise un repli titanesque vers la ville de Chongqing, à 1400 km à l'intérieur des terres. Dans un effort surhumain, tout ce qui est vital est transporté en pièces détachées. Des centaines de milliers de personnes suivent comme elles peuvent. Chiang Kai-shek échange du territoire contre du temps. Il est persuadé que les Américains vont un jour ou l'autre entrer dans la guerre et qu'il faut tenir jusqu'à ce moment-là. Il est persuadé que la guerre va devenir mondiale et que donc la Chine aura un rôle à jouer si elle parvient à tenir jusqu'à ce moment-là. La retraite désespérée a abandonné une partie de la population à Nankin. La ville est protégée par 100 000 soldats nationalistes
Mais ils ne parviennent pas à arrêter les Japonais. Quand l'ennemi franchit finalement les remparts, c'est une orgie de violence. Près de 200 000 personnes sont massacrées. Chiang Kai-shek enrage d'impuissance. Ces massacres cruels et ces viols monstrueux commis par les bandits nains ne cessent pas. L'ennemi s'avance obstinément vers l'intérieur du pays. Les souffrances de mes concitoyens sont indicibles. Acculé, le dictateur ne va pourtant pas hésiter à infliger encore plus de souffrance à son peuple pour retarder les Japonais. En juin 1938, il donne le feu vert à un projet démentiel. Saboter les digues du fleuve Jaune. Après les explosions, les habitants sont surpris par un torrent déchaîné. Les troupes japonaises, elles aussi, sont prises au piège de l'eau. L'inondation du fleuve Jaune a permis d'immobiliser les tanks, l'armure de l'ennemi. Il voulait noyer les Japonais, les immobiliser pendant 1 ou 2 mois. C'est l'une des stratégies de base de Chiang Kai-shek, utiliser les montagnes et les rivières pour se battre quand il est en position de faiblesse. Mais il n'a pas prévenu les gens. Ils n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Ce crime à grande échelle contre sa propre population fait 900 000 victimes et plusieurs millions de réfugiés. L'inondation du grenier à blé du pays va aussi provoquer une terrible famine, aggravée par le détournement massif de l'aide alimentaire par les officiels nationalistes. La population chinoise est sous le choc. Mao comprend que son ennemi est en train de creuser sa propre tombe. Il a l'intuition que le temps va jouer en sa faveur, contre Chiang, mais aussi contre les Japonais. Comme son rival, le leader communiste pressent que l'immensité de la Chine est un piège qui va se refermer sur l'envahisseur. À cause de la petite taille du territoire de notre ennemi, de sa petite population et de son armée peu importante, et du fait de l'étirement actuel du front, l'ennemi souffre depuis le début d'une faiblesse numérique. Bien que nous ne soyons pas encore capables d'arrêter l'attaque, nous sommes absolument sûrs que nous pourrons le faire à l'avenir. De cet atout géographique, Mao va jouer de main de maître. Dans la logique du nouveau front uni, il réaffirme ostensiblement son aide à Chiang Kai-shek pour bouter les Japonais hors de Chine. Mais en coulisses, il impose une nuance. Il veut laisser les nationalistes prendre le feu pour préserver les forces communistes. Mao a compris qu'il pouvait créer des unités clandestines. Il n'y avait pas de honte à fuir devant l'ennemi s'il était plus fort que vous. Disparaissez dans la campagne, éloignez-vous, reformez vos unités où vous pouvez, et attaquez quand vous voyez des vulnérabilités. Les Japonais avaient 800 000 hommes en Chine, mais ils étaient trop dispersés. Il était donc facile de les harceler. Les communistes, d'une manière générale, ont été relativement attentistes et ont laissé le poids des opérations peser sur le Kuomintang. Stratégie parfaitement cynique, stratégie parfaitement intelligente et adaptée à la situation. Pendant 2 années, la Chine reste seule face aux Japonais.
Officiellement, la guerre n'est pas encore mondiale. Elle va bientôt le devenir. Pour Chiang et Mao, l'invasion de la Pologne par Hitler n'est pas une grande surprise. Mais quand les troupes soviétiques entrent à leur tour en Pologne, c'est un choc. Staline, allié de l'Allemagne nazie, n'attaquera pas le Japon comme il l'espérait. Pourtant, la Chine va faire front. Chiang se retranche à Chongqing, sa nouvelle capitale de guerre. Autour de lui, la résistance de tout un peuple s'organise. La ville, cernée de montagnes, est réputée imprenable. Pour se protéger des attaques aériennes japonaises, des grottes y sont creusées pour abriter usines et réfugiés. Not only the people, but the factories had gone underground. This time, the Chinese had anticipated their enemy. In spite of bombs and fire and destruction, this time the Chinese stood fast. Malgré les bombes, Chiang reste optimiste. Il est persuadé qu'il va bientôt gagner un nouvel allié, les États-Unis. La première dame se fait filmer auprès des blessés et tente d'émouvoir l'opinion publique américaine. I am speaking to you just as the echoes of exploding bombs have died down. Death comes from the clear blue sky, just as it has come to thousands of our innocent people throughout the length and breadth of our land. Mais ce n'est pas l'empathie pour la Chine qui fait basculer les États-Unis dans la guerre. Le 7 décembre 1941, en moins de 2 heures, l'aviation japonaise efface 20 années d'isolationnisme américain à Pearl Harbor. 2400 soldats sont tués. Le lendemain, le président Roosevelt déclare la guerre à l'Empire nippon. C'est le moment que Chiang attendait depuis 10 ans. La Chine devient aussitôt un allié décisif pour les Américains, qui doivent désormais affronter 4 millions de soldats japonais dans le Pacifique. Nous devions nous assurer que l'armée japonaise entrée en Chine y reste. Nous voulions que ces 800 000 soldats japonais soient coincés là-bas. Car moins il y avait de troupes dans le Sud-Pacifique, mieux c'était pour nous. Pour cela, nous avions besoin des nationalistes. Pour la République de Chine, épuisée par 10 années de chaos et de conflits, l'aide américaine est vitale. Mais pour encourager Chiang Kai-shek à tenir, Roosevelt décide de lui fournir plus que des financements et des armes. Il va lui offrir un cadeau pour l'histoire. En janvier 1943, Américains et Britanniques concèdent à Chiang ce qu'il réclamait depuis 20 ans. La fin des dernières concessions. Ils sont suivis par les autres puissances étrangères. Seules les colonies de Hong Kong et Macao restent contrôlées par l'Empire britannique et le Portugal.
6 mois plus tard, lors de la conférence du Caire, Roosevelt promet également à Chiang la restitution de 2 régions entières à la fin de la guerre. La Mandchourie occupée et l'île de Taïwan, colonisée par le Japon depuis 50 ans. Aux côtés de Roosevelt et de Churchill, Chiang Kai-shek et Song Mei-ling ont le sentiment que la Chine est enfin traitée en égal. Mais les apparences sont trompeuses. Roosevelt commence à douter de son allié chinois, dont la corruption et la cruauté sont désormais de notoriété publique. À Yan'an, Mao est bien conscient de l'image vacillante de son ennemi aux États-Unis. Il sait que la défaite inéluctable du Japon conduira nécessairement à un face-à-face avec Chiang. Et dans ce bras de fer, l'aide américaine sera décisive. En 1944, Mao et son bras droit, Zhou Enlai, tentent un coup de poker. Ils invitent les Américains à ouvrir un bureau de liaison au cœur même de la base rouge. La mission Dixie, composée de diplomates et de militaires, s'installe à Yan'an pour évaluer le sérieux des communistes. Entre 2 expéditions militaires, le parti organise des spectacles en leur honneur. Mao et son bras droit Zhou ont été très intelligents. Ils les ont reçus comme des rois. Les agents ont découvert une vraie force, très motivée. Et beaucoup au sein de la mission Dixie en sont venus à respecter Mao et Zhou Enlai en tant que vrais combattants. Ils étaient impressionnés par le rapport entre l'armée rouge et les civils. Pour convaincre les agents de plaider en sa faveur, Mao leur présente le nouveau programme officiel du parti, la Nouvelle Démocratie. Cette ligne, recommandée par Staline, cherche à masquer la proximité idéologique avec l'URSS. Mao dit aux Américains, « Il n'y a rien dans nos politiques actuelles qui ne soit pas acceptable par des entrepreneurs américains. Notre objectif est semblable à celui du président Lincoln qui voulait libérer les esclaves noirs. » Quand les Américains entendent ça, ça leur plaît. Du coup, il demande à Mao, « Mais vous avez de bonnes relations avec l'Union soviétique. À l'avenir, vous ne pourrez pas plutôt compter sur leur aide ?» Mao Zedong leur répond, « L'aide de l'Union soviétique, elle ne parvient même pas à se sauver elle-même. La seule chose qui puisse sauver la Chine à l'avenir, c'est l'Amérique. » Mais la tentative de séduction de Mao échoue. Pour Roosevelt, la Chine, c'est encore Chiang Kai-shek. Et malgré ses doutes grandissants sur la légitimité du régime, il est prêt à lui offrir une apothéose. Au printemps 1945, la Chine devient membre fondateur de l'ONU. Mieux, elle est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, le club très fermé des puissances qui domineront le monde de l'après-guerre. Après 100 années d'humiliation, la Chine est enfin de retour dans la cour des grands. Et la guerre est bientôt finie. Le 15 août 1945, 9 jours après la première bombe atomique sur Hiroshima, l'Empire nippon se rend. Les Américains occupent le Japon. Après de longues années de cauchemars, les Chinois peuvent enfin célébrer leur victoire. Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung, eux, sont déjà tendus vers un nouvel objectif. 2 astres brillent encore dans le ciel chinois. L'un des 2 doit disparaître. China now is a world power, stronger and more united than in the 40 centuries of its recorded history. Mais la victoire a un goût amer.
22 millions de Chinois ont été tués. 100 millions de personnes déplacées. Les industries ont été détruites ou pillées. La production agricole s'est effondrée. Le pays est un immense chaos. Pour faire de la Chine une grande puissance, comme le rêvait le père fondateur, Sun Yat-sen, Chiang sait qu'il reste un immense chemin à parcourir. Mais avant d'apporter la prospérité à son peuple, il veut en finir avec son ennemi de toujours, Mao Tse-tung. Une seule Chine, un seul soleil. Pendant la guerre contre les Japonais, la vague rouge est devenue tsunami. Les communistes gèrent maintenant la vie de 95 millions de personnes, près du quart de la population chinoise. Pour Chiang, cet État dans l'État est un danger mortel. Pour Mao, c'est le tremplin qui lui permettra de conquérir la Chine entière. Mais Chiang et Mao dépendent de l'aide militaire des États-Unis et de l'Union soviétique. Et ni Staline, ni le nouveau président américain, Truman, ne veulent entendre parler d'une nouvelle guerre civile en Chine. Les deux grandes puissances de l'après-guerre sont encore alliées, mais leur rivalité monte en Europe. Pour éviter un autre terrain de tension, Truman et Staline vont forcer le président et le rebelle à se rencontrer. Fin août 1945, la capitale chinoise devient le théâtre d'un drôle de jeu. Mao débarque à Chongqing pour rencontrer son vieux rival. Méfiant, il n'a accepté de quitter Yan'an que sous la protection de l'ambassadeur américain, Patrick Hurley. Chiang et Mao se rencontrent pour la première fois. Près de 20 ans de haine les séparent. Mais sous le regard de leurs parrains, ils vont faire semblant de chercher un compromis pour éviter la guerre civile. Le parti veut principalement obtenir la légalisation de son existence et avoir un statut politique. La seule possibilité est donc une sécession. Je contrôle une zone, tu en contrôles une autre. C'est seulement dans ces conditions que le Parti communiste peut survivre. L'Union soviétique accepte ce plan. Les États-Unis aussi sont d'accord. Pour eux, le plus important est qu'ils ne se fassent pas la guerre. Mais pour Chiang Kai-shek, la proposition est inacceptable. Comment ce serait possible pour Chiang? La guerre est finie, c'est un héros. La Chine est victorieuse sans pour autant avoir gagné de territoire. Alors une république communiste autonome, comment pourrait-il avaler ça? Le dictateur est d'autant plus opposé à l'idée d'une partition du territoire chinois qu'il se relève à peine d'une humiliation cinglante. Un mois plus tôt, Staline l'a contraint à accepter un référendum en Mongolie extérieure pour officialiser son indépendance. Mais il faut sauver les apparences. Après 43 jours de discussion, Mao et Chiang font finalement la promesse de former un gouvernement d'union nationale. Il ne verra jamais le jour. En juin 1946,
Chiang Kai-shek décide d'en finir avec les faux-semblants. Le dictateur lance une offensive généralisée pour déloger les communistes de Mandchourie, où ils sont solidement retranchés. Avec ses 4 millions de soldats, il est persuadé de n'en faire qu'une bouchée. Mais il a sous-estimé son rival. Les troupes de Mao sont mieux armées grâce aux soviétiques. Et les bases rouges sont désormais solidement établies. Elles sont devenues un véritable contre-modèle de société. À Yan'an, Mao règne désormais d'une main de fer. Il a lancé une réforme agraire. Les terres ont été redistribuées aux pauvres. Sous l'œil des caméras soviétiques, les paysans s'attaquent aux propriétaires terriens, piliers du régime de Chiang dans les campagnes. Pour Mao, cette masse paysanne est la clé de la victoire à venir. La guérilla doit se mouvoir parmi le peuple comme un poisson nage dans l'eau. Sans l'appui du peuple, la guérilla est comme un poisson hors de l'eau. Elle perd tout moyen de se mouvoir et de survivre. Fort du soutien des campagnes, Mao résiste aux assauts des troupes nationalistes pendant plusieurs mois. En 1947, il lance une contre-offensive décisive. Pour la première fois, ce sera une bataille pour conquérir les villes, le cœur du régime nationaliste. Et ce cœur est bien malade. Face à Mao, Chiang et les nationalistes sont plutôt des poissons privés d'eau. En choisissant de reprendre la guerre civile, ils ont perdu tout soutien populaire. La corruption règne. Dans les zones libérées, les élites nationalistes s'accaparent les biens laissés par les Japonais et s'enrichissent alors que la population est ruinée par l'hyperinflation. Pour les Chinois, Chiang et le Kuomintang ne sont pas en train de reconstruire la Chine, mais de précipiter son agonie. Pour se maintenir au pouvoir, le despote assume désormais une brutalité décomplexée. Sa violence va se déchaîner sur Taïwan. Comme promis, l'île a été rétrocédée par le Japon à la Chine en octobre 1945. Et les colons et soldats nippons expulsés. Pour affirmer son autorité, Chiang déploie des soldats et des fonctionnaires sur l'île. Mais dès qu'ils débarquent, les nationalistes se mettent à piller les richesses de l'ancienne colonie. À cette époque, les Taïwanais avaient une expression. Le chien part, le cochon arrive.
Le chien était déjà parti. Il était retourné au Japon. Mais un cochon venait d'arriver. Un cochon, c'est sale, parce qu'il est corrompu, parce qu'il ne respecte pas la loi. Les Taïwanais comprennent qu'une occupation vient de remplacer la précédente. Moins de 16 mois après la rétrocession, c'est le clash. En février 1947, un incident dégénère en manifestation monstre, réprimée avec une violence sans limite. Entre 10 et 20 000 personnes sont tuées. Cette date marque un tournant. C'est très important et correspond à une perte d'espoir envers la mère patrie. C'était comme si l'un de vos proches, que vous considérez comme un parent, une personne de même sang, vous traite d'une manière encore plus cruelle qu'un étranger, encore plus cruelle que les Japonais. Capitaine d'un navire en perdition, Chiang Kai-shek tente d'écoper l'eau du naufrage. En 1948, il autorise une démocratisation partielle en organisant des élections législatives et se fait élire en tant que président. Mais il ne se convainc pas lui-même. Aujourd'hui, je suis devenu président, mais mon cœur n'est pas à l'aise et je suis déprimé. Je me sens enveloppé par l'obscurité et triste comme jamais. La discipline de parti manque. Comment pouvons-nous survivre dans les circonstances actuelles et être victorieux sur les bandits communistes? Les réformes sont trop timides, trop tardives. Le régime nationaliste ne peut plus être sauvé. Et sur le terrain militaire, le vent tourne aussi. Malgré sa poigne de fer, Chiang Kai-shek n'a plus la main. Ses soldats désertent en masse. Bientôt, plus rien n'arrête la vague rouge. Au printemps 1949, les soldats de Mao traversent le Yangtze et prennent Nankin, redevenue la capitale du régime nationaliste. La victoire est célébrée par un grand moment de propagande soviétique. Вот она, резиденция предателя народа, американского лакея, убийцы Чан Кайши. Вот он, дворец врага народа. Еще недавно Чан Кайши клялся, что скорее кончит жизнь самоубийством, чем сдаст Нанкин. Трибуна, с которой он обещал разгромить коммунистов. Puis c'est au tour de Shanghai de tomber. Sentant la victoire approcher, Mao décide de fermer la porte aux Occidentaux. Il en veut aux Américains d'avoir continué à soutenir Chiang malgré ses tentatives de séduction. Et il annonce choisir son camp, celui de l'Union soviétique. L'agression impérialiste a brisé les rêves affectueux des Chinois d'apprendre de l'Occident. C'était très étrange. Pourquoi le professeur agressait-il sans cesse ses élèves? Nous penchons d'un seul côté? Exactement. S'asseoir sur la clôture ne suffira pas, pas plus que de chercher une troisième voie. Pour les Américains, la défaite inéluctable de Chiang et le ralliement de Mao aux Soviétiques sont un véritable coup de tonnerre. Car l'URSS est désormais un ennemi déclaré. La guerre froide a commencé et ils sont en train de perdre la Chine.
Le 1er octobre 1949, c'est un quart de la population mondiale qui bascule officiellement dans le bloc communiste. Pour la naissance de son nouveau régime, Mao a choisi la cité interdite, un palais édifié par un petit-fils de paysan, devenu empereur, comme lui. Pour la première fois depuis la chute de l'Empire en 1911, le soleil rouge éclipse le soleil bleu dans le ciel chinois. Chiang Kai-shek refuse de négocier sa reddition. En décembre 1949, il se replie à Taïwan. L'île est un refuge idéal où il pourra se barricader. Car il le sait, Mao veut lancer une invasion pour éteindre les derniers feux du soleil bleu. Le nationaliste, toujours officiellement protégé par les Américains, a amené avec lui 600 000 soldats. Ce n'est pas sa première défaite. Il est persuadé qu'il incarne toujours la Chine et qu'il va regagner le terrain perdu. Même si ce terrain a la taille d'un continent. Chiang Kai-shek a cru qu'il pourrait reprendre le contrôle du continent car la République populaire de Chine n'était pas un État consolidé au moment où Mao Zedong s'est tenu sur la place Tiananmen et a annoncé sa création. De nombreuses zones, en particulier dans le sud-ouest du territoire, n'étaient pas encore réellement sous le contrôle du Parti communiste et de son armée. Toute l'histoire était donc encore un peu bancale. Dans le monde entier, la fuite du leader nationaliste à Taïwan jette le trouble. Qui représente la Chine désormais? Mao à Pékin ou Chiang à Taipei? La République populaire de Chine ou la République de Chine, qui dispose toujours de son siège à l'ONU? Dès le 2 octobre, Staline reconnaît la République populaire de Mao, suivie par les pays du bloc de l'Est. Pour les États-Unis, c'est plus compliqué. Chiang, corrompu et brutal, est devenu un fardeau. Et pour le président Truman, Mao n'est pas encore une menace réelle. Il décide finalement de ne pas reconnaître la République populaire, mais laisse prudemment quelques diplomates en Chine continentale. Les Américains pensaient que les Chinois n'étaient pas si communistes que ça et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Ils finiraient par se ranger de leur côté. Pour Truman, l'occasion de tendre la main aux communistes chinois se présente bientôt. En décembre 1949, Mao quitte la Chine pour la première fois. Il se rend à Moscou pour les 70 ans de Staline. Mais à la sortie du train, le nouveau dirigeant chinois est accueilli par des officiels subalternes.
Et lors de la réception, Staline se montre froid et distant. Il se méfie de Mao, qu'il soupçonne d'être un leader incontrôlable, comme le Yougoslave Tito. Mao, humilié, est au bord de la rupture diplomatique. Truman tente alors un coup de poker. Le 5 janvier, Truman déclare dans un discours que Taïwan est un territoire chinois et que les États-Unis n'ont aucune ambition pour Taïwan. Leur but était d'envoyer un message au Parti communiste chinois. Si vous voulez libérer Taïwan, ce n'est pas un problème pour nous. En offrant la tête de Chiang Kai-shek à Mao, Truman espère briser l'alliance sino-soviétique. Mais Staline voit le piège. Pour le déjouer, il s'adoucit et accepte de signer un traité d'amitié et d'alliance entre l'URSS et la Chine populaire. Désormais, personne ne doute que la mort de la Chine nationaliste est actée. Témoin impuissant sur son île, Chiang est sous le choc de la trahison américaine. Les diplomates américains doivent vouloir que Taïwan sombre dans le chaos et périsse bientôt. Leur conspiration est claire. Il n'y a pas d'autre voie que de laisser le Père Tout-Puissant gérer cela. Alors que tout semble perdu, un événement inattendu va le sauver in extremis. Le 25 juin 1950, la guerre éclate aux portes de la Chine. 75 000 soldats nord-coréens franchissent la ligne de démarcation qui sépare la péninsule coréenne en deux depuis 1945. Pour réunifier le pays, le dirigeant pro-soviétique, Kim Il-sung, a décidé de conquérir le Sud, pro-américain. Avec ce coup de force, c'en est fini des ambiguïtés en Asie. Depuis 1945, la politique chinoise ressemblait à un kaléidoscope. Il y avait 3 pays, 4 acteurs. Il suffisait qu'un élément change pour les influencer les uns après les autres. Dès que la guerre de Corée a éclaté, ça s'est gelé. L'Union soviétique a soutenu la Chine populaire et les États-Unis le Kuomintang. Dès le 27 juin 1950, le président Truman déploie des troupes pour protéger le régime sud-coréen. Et le même jour, il envoie la 7e flotte s'interposer entre Mao et Chiang, dans le détroit de Taïwan. Désormais, l'état d'esprit était que nous devions nous battre contre le communisme dans le monde entier. La révolution chinoise, Mao et ses forces devenaient un danger réel. À partir de là, la République de Chine, plutôt que d'être un handicap, est devenue un lieu important dans cette lutte contre les communistes et le président Mao. D'une pirouette du destin, Chiang Kai-shek retrouve son parapluie américain. L'île nationaliste devient un avant-poste de Washington en Asie. D'autant plus précieux que Mao est devenu un ennemi direct en participant à son tour au conflit coréen. Fort de ce soutien américain inespéré, Chiang est conforté dans son projet de reconquérir le continent. Et une fois encore, il s'appuie sur sa meilleure diplomate pour faire passer le message. It thus strikes us as strange to be asked, as we are so often asked, do you expect to return to mainland China? If a member of one's community should be forced from his house by lawless elements, if most of his belongings are seized, and if some members of his family are held captive in the house,
Would one ask him, do you want your house back someday? Yes, we believe we will go back. À la faveur de la guerre de Corée, Chiang rêve d'entraîner Washington dans une guerre contre Mao sur le territoire chinois. Mais le conflit va s'achever sans débarquement nationaliste. Un cessez-le-feu est signé en 1953. Entre 3 et 4 millions de Coréens sont morts. Les Américains ont perdu 36 000 hommes. Ils ne sont pas prêts à une nouvelle guerre. Pourtant, Chiang s'obstine à préparer de grands plans d'invasion. Il consacre les 3/4 du budget de Taïwan à l'armée. Son projet de reconquête devient la justification d'un État policier sans pitié. Sous prétexte de lutter contre les infiltrations communistes, le dictateur fait arrêter des dizaines de milliers de personnes. Tout parti politique d'opposition est interdit. La terreur blanche s'abat sur Taïwan. Dès que des agents du renseignement ou des policiers militaires arrêtaient un communiste, tous ses biens pouvaient être confisqués et ils avaient le droit de s'en partager 35%. De nombreuses personnes ont ainsi été sacrifiées durant la terreur blanche. Elles n'étaient pas forcément communistes, mais elles ont été arrêtées quand même et tuées. La terreur blanche va durer près de 4 décennies. Sur le continent, la guerre de Corée a paré Mao d'un nouveau statut. La Chine populaire a osé tenir tête à la première puissance mondiale. Staline est mort et Mao veut désormais devenir le leader de la révolution mondiale. Il ne veut plus partager la lumière, ni celle de l'avenir, ni celle du passé. La propagande va effacer les succès de Chiang Kai-shek, la récupération des concessions ou la victoire contre le Japon. L'histoire de la Chine devient celle de la seule épopée communiste. La fiction qui est mise en avant, c'est que finalement les nationalistes n'ont pas fait grand-chose, n'ont pas résisté aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et que l'essentiel de l'action militaire, de la résistance effective, a été le fait des troupes communistes, ce qui est évidemment une contre-vérité énorme. Sous ces airs conquérants, la jeune République populaire reste pourtant très fragile. Mao hérite des questions non résolues par Chiang Kai-shek. Qui est chinois? Quels sont les véritables contours de la Chine? Depuis la chute de l'Empire, les marges du pays sont parmi les plus disputées au monde. Mao doit faire face à d'innombrables différends frontaliers, sur terre et en mer. Sans tracé frontalier, l'environnement de la Chine ne peut pas être pacifié. Vous êtes si grand et les autres sont si petits. Personne ne vous fait confiance. En plus, à cette époque, avec la guerre froide, l'Amérique met en place une ligne d'encerclement entourant la Chine par l'Asie du Sud. Il y avait donc aussi un problème de sécurité. Tout cela a forcé la Chine à signer des traités frontaliers avec les pays voisins dès que possible.
Pour stabiliser la jeune République populaire, Mao accepte des tracés défavorables avec le Pakistan, la Birmanie et la Corée du Nord. Mais sur d'autres régions périphériques, le Parti communiste n'est pas du tout prêt à négocier. 西藏是个好地方，100多年来，帝国主义国家就垂涎我们祖国的这块边疆，因为这里蕴藏着很丰富的矿产。 Dès son arrivée au pouvoir, Mao a renié les promesses d'autodétermination qu'il avait faites 20 ans plus tôt, aux Tibétains et aux Ouïghours, pour les rallier à sa cause. Comme Chiang Kai-shek et Sun Yat-sen avant lui, il considère désormais que ces peuples sont chinois. Mais il va plus loin. Au Xinjiang et au Tibet, il envoie l'armée. L'annexion du Tibet en 1951 met fin à 40 ans d'indépendance de facto. Une partie des Tibétains, soutenue par la CIA, prend les armes contre l'armée chinoise. L'aide clandestine américaine est aussitôt dénoncée par l'allié soviétique. Мятежников снабжали чинкайшисты с Тайваня и те империалистические державы, которые все еще лелеют надежду на подавление могучего национально-освободительного движения, развернувшегося в странах Азии. Cela a eu un effet profond, car ça a renforcé l'idée d'une Chine victime de l'Occident. Nous le voyons peut-être différemment, mais eux l'ont perçu comme une extension de la colonisation occidentale. À leurs yeux, ce que nous tentions de faire au Tibet, c'était de démembrer la Chine, d'affaiblir, de supprimer la Chine. Mao lance une répression impitoyable contre l'insurrection tibétaine. Des villages entiers sont rasés, des dizaines de milliers de Tibétains tués. Au Tibet, comme dans les autres régions périphériques, c'est le début d'une longue et douloureuse entreprise de sinisation. Tout en mettant les marges au pas, Mao veut se consacrer pleinement aux rêves de ses prédécesseurs. Faire de la Chine un pays prospère. Mais il va choisir sa propre voie. Pour rattraper en 15 ans la puissance industrielle de l'Angleterre, le despote s'appuie sur les masses paysannes qui ont porté sa révolution. C'est le grand bond en avant. Du jour au lendemain, toute la population doit se mettre à la production d'acier. Très vite, le plan déraille. Accaparés par les hauts fourneaux, les paysans délaissent leurs champs. En quelques mois, la production agricole s'effondre. Une famine déferle sur le pays. Elle fait plusieurs dizaines de millions de morts. Aveuglé par ses propres slogans, Mao refuse de voir la catastrophe. La majorité des camarades a besoin de devenir plus forte. Pourquoi sont-ils si faibles? Finalement, tout cela se réduit à un peu moins de viande de porc, une pénurie d'épingles à cheveux et plus du tout de savon pendant quelque temps. Et pourtant, tout le monde devient tendu. La radicalité de Mao est dénoncée publiquement par le nouveau dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev.
Le Kremlin décide de rappeler ses 1400 conseillers déployés en Chine. L'épisode scelle la rupture entre Moscou et Pékin. Isolé, le despote est aussi de plus en plus critiqué au sein de son propre parti. Pour se maintenir au pouvoir, Mao va déchaîner le chaos. Cette fois-ci, il va s'appuyer sur l'innombrable jeunesse chinoise avec un nouveau slogan, la grande révolution culturelle prolétarienne. Pour ces jeunes élevés dans le mythe de l'épopée communiste, Mao est un dieu vivant. Chairman Mao walks across the Jinsui Bridge and is here with us. Our red sun, Chairman Mao, appears before us. The glowing radiance of Mao Zedong's thought shines red in our hearts. How happy we are! La Chine devient un royaume en folie, terrorisé par les gardes rouges, replié sur une révolution totale qui vise à liquider la culture chinoise ancestrale. Les œuvres sont détruites par le fer ou le feu. Les hommes par les mots ou la torture. Des centaines de milliers, peut-être des millions de Chinois sont tués. Professeurs, cadres du parti, minorités, les ennemis de classe selon Mao. Le monde est en grand tumulte. La situation est excellente. Les monstres et les démons vont se révéler. Cela fait partie de leur nature de classe. Ils ne pourront s'empêcher de sortir. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que Mao Zedong était aussi terrible qu'un empereur. Ils se trompent. Les empereurs traditionnels n'étaient pas comme ça. Ils n'avaient pas autant de pouvoir. Mao Zedong était le seul capable d'étendre son pouvoir jusqu'à la base pour accomplir sa grande révolution. À rebours du drame de la Chine populaire, Taïwan prend son envol sous perfusion américaine. L'économie connaît une croissance fulgurante, de 10 à 12% par an, grâce à la production de textiles, de jouets et de composants électroniques. Sur l'île, Chiang redistribue les terres aux paysans pour créer le bien-être du peuple, cher à Sun Yat-sen. Le dictateur vieillissant a la conviction que Taïwan incarne plus que jamais l'avenir de la Chine. Près de 20 ans à Taïwan m'ont donné la chance de montrer, sans l'interférence du conflit avec les communistes, la voie correcte que doit prendre une nation sous-développée pour atteindre le progrès. Le chaos de la Chine communiste n'a évidemment pas échappé à Chiang Kai-shek. Pour lui, la Chine populaire est devenue l'asile de fous de l'Orient. Il est persuadé que le peuple chinois va se retourner contre Mao et que le Kuomintang pourra débarquer en sauveur.
En homme d'ordre, Chiang met en scène le miroir inversé de la révolution culturelle maoïste. Il lance le mouvement de la grande renaissance culturelle. Là où Mao détruit la culture chinoise traditionnelle, Chiang la met sur un piédestal. Les textes et reliques du passé sont vénérés, symbole d'un lien indéfectible avec le continent à reconquérir. Pour Chiang, Taïwan doit être le dernier rempart contre la destruction totale de l'identité chinoise. Le vieux dictateur semble vouloir figer Taïwan dans un temps suspendu. Mais le vent de l'histoire est en train de tourner. L'ordre mondial est en plein bouleversement depuis la rupture entre l'URSS et la Chine populaire au début des années 60. Moscou et Pékin sont désormais ouvertement ennemis. À peine intronisé président en 1969, Richard Nixon voit dans le divorce des deux géants communistes une opportunité pour les États-Unis. Après presque 2 décennies de blocus total, le temps est peut-être venu d'accepter la Chine communiste au sein de la communauté internationale. En 1971, les États-Unis donnent le choix à Chiang Kai-shek. Soit il accepte la présence de la République populaire à l'ONU, soit il lui laisse sa place. Mais pour le vieux leader nationaliste, deux Chines, c'est encore et toujours l'hérésie ultime. Pour lui, c'est tout ou rien. Une seule Chine, un seul soleil. Le 25 octobre 1971, le coup près tombe. La République de Chine, membre fondateur de l'ONU, est expulsée de son siège au profit de la République populaire. No, Luxembourg. Yes, Madagascar. Mexico. 76 pays ont voté pour, 35 contre, 17 se sont abstenus. Chiang se sent trahi. C'est l'un des vilains complots de Nixon pour me blesser, mais ce n'est pas suffisant pour me tuer. C'est la période la plus sombre. Mais ma confiance dans la reconquête du continent demeure inchangée et continue de grandir. Le coup de grâce est pour bientôt. Le 21 février 1972, Nixon est accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Pékin. C'est la première fois qu'un président américain foule le sol de la Chine continentale. Mao, en mauvaise santé, a suivi un protocole médical renforcé pour être prêt à l'accueillir. Il appelle Chiang Kai-shek, notre vieil ami, devant Nixon. Mais il insiste sur une chose. Pour lui, Taïwan fait partie de la Chine. Au terme de la visite de Nixon, les États-Unis et la Chine populaire publient un communiqué historique. We have been here a week. This was the week that changed the world. But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead to build a bridge across 16,000 miles and 22 years of hostility which have divided us in the past. Dans ce communiqué, les Américains admettent finalement que les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan sont d'accord sur une chose. Il n'y a qu'une seule Chine. Mais à aucun moment, ils ne précisent qui est censé gouverner cette Chine unique.
Ce qui a été fait en 1972 équivalait à repousser les problèmes à plus tard. Les deux parties disaient « Ok, nous ne pourrons pas résoudre ce problème. Voyons comment le cacher sous le tapis pour normaliser les relations entre nous sans régler le problème de Taïwan. » Car il n'y a pas de solution à ce stade. Pour Chiang Kai-shek, c'est une ultime trahison. Mais la suite de l'histoire, ce n'est ni lui, ni Mao qui vont l'écrire. Leader de la Chine nationaliste depuis un demi-siècle, Chiang Kai-shek s'éteint le 5 avril 1975, le jour des morts dans le calendrier chinois. « 2 millions de personnes défilent devant le cercueil durant les 11 jours de cérémonie d'adieu. Un an plus tard, c'est au tour de son ennemi d'une vie de quitter la scène. Mao meurt le 9 septembre 1976, à Pékin. Peu de temps avant sa mort, provocateur, il avait confié une dernière pensée à Henry Kissinger, le chef de la diplomatie américaine. Je suis sur le point de rencontrer Dieu. Quand j'arriverai au paradis et que Dieu me demandera « Pourquoi n'as-tu pas libéré Taïwan ?» je lui répondrai qu'il valait mieux laisser Taïwan sous garde américaine. Si ce problème ne peut être résolu, alors laissez-le reposer pendant 100 ans et parlons-en après. Avec la mort de Chiang et celle de Mao, prend fin une lutte fratricide de 5 décennies. Mao avait fini par l'emporter, mais il laissait la Chine exsangue. Chiang avait perdu, mais son île refuge était en train de devenir l'un des 4 dragons de l'Asie. Pourtant, les braises de la guerre civile n'allaient pas s'éteindre avec eux. En Chine populaire, c'est un ancien compagnon de route de Mao Tse-tung qui prend le pouvoir à la fin des années 70. Deng Xiaoping veut rompre avec l'utopie meurtrière du grand timonier. Pour faire de la Chine une nation riche et puissante, il se réapproprie, comme Chiang à Taïwan, le plan de modernisation du premier révolutionnaire, Sun Yat-sen. Il ouvre la Chine à l'économie de marché et invite les entreprises étrangères à investir dans des zones économiques spéciales sur le littoral. Le nouveau leader communiste n'oublie pas pour autant le rêve le plus cher de ses prédécesseurs, l'unification du territoire chinois. Il est convaincu que le commerce rapprochera naturellement les deux rives du détroit. Mais il va aussi chercher à séduire les Taïwanais par la diplomatie. Il propose au nouvel homme fort de Taïwan, le fils de Chiang, la formule « un pays, deux systèmes ». Taïwan devra reconnaître le drapeau rouge, mais pourra conserver ses institutions et ses forces armées. Sans surprise, Chiang Ching-kuo refuse. Pire encore aux yeux de Pékin, il est contraint de laisser l'île se démocratiser. En 1986, il légalise un parti indépendantiste,
le DPP. C'est la fin du monopole de la doctrine du Kuomintang. Une seule Chine, sous le soleil. La loi martiale est levée en 1987. Le slogan de reconquête du continent, abandonné en 1991. Une page se tourne. À Pékin, l'histoire semble au contraire s'enrayer. Au printemps 1989, les jeunes Chinois expriment à leur tour leur désir de démocratisation sur la place Tiananmen. Mais Deng Xiaoping réprime les manifestations dans le sang, faisant plusieurs milliers de morts. Pour le vétéran de la Révolution, la démocratie libérale à l'occidentale est un poison mortel. La dissolution de l'URSS 2 ans plus tard confirme ses craintes. Deng comprend que l'idéologie communiste ne peut plus être le seul ciment du peuple chinois. Pour garder le pouvoir, le Parti communiste va se réapproprier la recette miracle de son vieux rival Chiang Kai-shek, le nationalisme. À partir de 1991, pour faire oublier les morts de la place Tiananmen, une campagne de propagande massive ressuscite l'histoire des années d'humiliation. Alors même qu'il fait décoller son économie grâce aux investissements étrangers, le Parti communiste fait de la Chine une victime de l'impérialisme. Lorsque quelque chose ne va pas, soit dans ses affaires internes, soit au sein de la société, le Parti communiste chinois crée un problème avec les étrangers pour susciter, au sein de la population chinoise, un sentiment de nationalisme et de haine de l'ennemi. Cela lui permet de lui faire oublier ses malheurs et ses difficultés. La campagne de propagande nationaliste fonctionne d'autant mieux qu'elle coïncide avec des hasards de calendrier. En 1997, la rétrocession de Hong Kong permet au Parti communiste de clore la page de 150 ans de colonisation, devant les caméras du monde entier. Avec Macao 2 ans plus tard, ce sera le seul territoire récupéré par le Parti communiste. Mais il reste encore Taïwan. Comme prévu, la baguette magique du commerce semble d'abord rapprocher les deux rives du détroit. Avec son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, la Chine connaît l'un des décollages économiques les plus spectaculaires de l'histoire. Les Taïwanais investissent massivement dans la nouvelle usine du monde. Pour faciliter le rapprochement, le Parti communiste fait même un pas symbolique majeur en direction de son ennemi d'hier, le Kuomintang. En 2005, lors du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
un président chinois, Hu Jintao, reconnaît pour la première fois que la victoire sur les Japonais n'est pas seulement celle des communistes. À la télévision, le public de Chine populaire découvre avec émotion les visages des héros nationalistes de la fameuse brigade des 800, dont la résistance avait tenu le pays en haleine en 1937. Pestiférés pendant les années Mao, ce sont désormais de frêles vieillards. 1937年10月26日深夜，团长谢晋元和营长杨略福带着400多个弟兄退守4行仓库。那我们厂长谢晋元就是告诉我们，就是你们仓库在你们在，仓库不在你们就没人。 La population était littéralement captivée par ces docu-fictions qu'ils découvraient et par ces grandes séries diffusées tous les jours à une heure de grande écoute. C'étaient des récits qu'ils n'avaient jamais lus dans leurs cours d'histoire ou dans les romans. C'était une véritable fascination. Par une étrange ironie de l'histoire, après des décennies de haine, à Taïwan, le Kuomintang devient l'allié politique de Pékin. Les statues de Chiang Kai-shek ont été en partie déboulonnées et remisées dans un jardin public. Mais son héritage reste fort. Son parti n'a pas abandonné l'idée d'une réunification avec la Chine populaire. Mais l'influence du Kuomintang décline. Sur l'île, le parti indépendantiste a de plus en plus de succès dans les urnes. Pour lui, Taïwan est devenue une nation à part entière. De l'autre côté du détroit, 35 ans de campagne nationaliste ont rendu l'unité chinoise non négociable. Et Xi Jinping, au pouvoir depuis 2012, a hérité d'un pays qui, pour la première fois depuis 100 ans, a l'économie et l'armée d'une grande puissance. Une puissance qui rêve plus que jamais d'un seul soleil dans le ciel chinois, au risque de raviver les braises de la guerre civile et de menacer la prospérité que les Chinois ont mis si longtemps à retrouver.